d'être là ce soir. On prépare cette soirée depuis un moment déjà avec PFAS contre Terre et avec Kaizen Avocat. Et on est vraiment émus de vous voir tous et toutes ce soir. L'objectif de la soirée, au début, c'était simplement de faire un point sur où en sont toutes les procédures juridiques qui ont été lancées depuis mai 2022, depuis qu'on connaît ce problème des PFAS. Il y en a eu plusieurs, on fera un point donc là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure des réflexions, on s'est dit qu'on ne pouvait pas juste s'arrêter là. Et on souhaite ce soir, et donc ce sera la dernière partie de la soirée, on souhaite vous proposer une façon d'agir aussi. Mais donc avant d'en arriver là, avant d'en arriver à cette proposition d'action de masse, d'action collective, on va donc remettre un peu le contexte, vous redonner les informations générales sur effectivement où en sont ces procédures, comment on peut agir à un niveau individuel, et ensuite on vous parlera de cette proposition d'action qui j'espère vous fera réagir. Je passe là, donc effectivement on est réunis à plusieurs organisations, donc on a plusieurs personnes de PFAS contre Terre, dont Stéphanie à mes côtés qui animera la soirée. Ensuite, notre affaire à tous va prendre la parole pour expliquer comment on peut agir face à cette situation. Donc ça sera jusqu'à 20h. Il y aura un temps réservé pour les questions et les réponses. Et ensuite, on aura concrètement le cabinet Kaizen qui va vous présenter comment agir en justice. Je laisse la parole à Lucas, PFAS contre Terre, pour vous présenter le contexte. Bonsoir à toutes et tous. Lucas du collectif PFAS contre Terre. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreuses, et peut-être sans doute victimes de notre succès, mais ma foi tant mieux, hein, ça montre effectivement l'ampleur du sujet. Ce qui nous réunit ce soir est le fruit d'une formidable mobilisation citoyenne, même si, au vu du sujet et de son ampleur, il aurait été préférable que cela ne soit pas nécessaire. Que de chemin parcouru depuis la sidération de la découverte du documentaire Vert de rage au printemps 2022, et que d'inertie de la part des autorités sanitaires et environnementales, pourtant censées protéger les populations, et des lobbies de l'industrie chimique qui défendent leurs intérêts. Tout cela a conduit, localement, autour des sites polluants de Pierre-Bénite, à créer un collectif citoyen et de riverains, intitulé PFAS contre Terre, qui a vu le jour donc en mars 2024. Et entre-temps, marche festive et familiale pour un avenir sans polluants éternels, avec d'autres organisations alliées, qui avaient rassemblé plus de 800 personnes ici à Pierre-Bénite, le 25 mai 2024. Collaboration avec le collectif Osons le Seine, dont il y a des représentantes ce soir ici même, dans une démarche de science participative pour une campagne élargie de prélèvement de terre, ce qui a permis d'avancer dans la connaissance de la nature et de l'étendue de la contamination des sols face à l'opacité scandaleuse que l'on retrouve sur le sujet. Recours conjoint avec l'association Bien Vivre à Pierre-Bénite, dont il y a également des représentantes ici même ce soir, et notre affaire à tous, bien sûr, contre les extensions et nouvelles unités de production accordées aux sites industriels de Pierre-Bénite par la préfecture, dans un mépris total des populations contaminées et dans un déni démocratique infamant. Voici des exemples d'actions concrètes et du chemin parcouru jusqu'à présent. Ce soir, et on voit effectivement l'ampleur de votre présence, la soirée fera date, car sur le sujet des PFAS, dont l'existence nous était parfaitement inconnue avant le printemps 2022, l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, est que chaque jour qui passe en révèle encore davantage l'ampleur, non seulement sur le plan local, mais aussi national, européen et international finalement. Le dernier triste exemple, venant d'être largement documenté et médiatisé ces derniers mois, étant l'ampleur de la contamination au TFA
pour acide trifluoroacétique dans l'eau du robinet. Or, le nécessaire droit à l'eau, le commun du vivant, exige une dépollution exigeante et une dépollution selon le principe pollueur-payeur. Il faut briser le récit du pot de terre contre le pot de fer. Car cela suffit, l'inertie n'a que trop duré pour continuer de sacrifier habitants, habitantes, travailleurs et travailleuses sur l'autel des intérêts industriels. Même travailleurs, travailleuses que l'on a vu sacrifier à Salindre à cause du même TFA qui contamine les eaux de ce bassin versant dans le Gard. Dans la continuité donc de tout ce qui a été fait, place à une mobilisation de plus grande ampleur encore afin de faire gagner la justice sanitaire et environnementale. Merci à vous. Bonjour, moi je suis Lucie de PFAS contre Terre et donc on m'a confié la mission de parler de ce qu'on sait des PFAS et de leur impact sur la santé. Parce que même si vous allez comprendre, il n'y a pas que des préjudices en termes de maladies, il y a d'autres types de préjudices. On s'est dit que c'était un sujet intéressant, que j'allais devoir faire de façon digeste, rapide, et maintenant j'ai un troisième défi sans diapo. Donc, par contre, je serais tout à fait d'accord pour partager mes diapos à qui voudra. Il suffit d'envoyer un mail à PFAS contre Terre et je voudrais bien vous les donner après, mais désolé pour ça. Donc en 2025, en fait, on a des certitudes sur les impacts des PFAS sur la santé. Les études, elles sont nombreuses et leur nombre ne fait qu'augmenter ces dernières années. Il y en a plus de 3000. Les deux PFAS historiques qui ont été étudiés par le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, qui est à Lyon, a classé ces deux PFAS historiques, l'un comme cancérigène, l'autre possiblement cancérigène. Et donc, comme il y a énormément d'études, je vous ai dit plus de 3000, en fait, ce qu'il faut faire, c'est chercher des sociétés savantes, des organismes officiels qui ont fait le travail d'avoir lu ces études et qui en ont fait la synthèse. Donc là, je vous avais fait une petite liste de quelques références que je ne vais pas vous dire, mais en gros, il y en a une étude qui fait vraiment référence, qui date de 2022, et qui est faite par les académies américaines de médecine, de l'ingénierie et de sciences, et qui s'appelle Guide, en fait c'est un guide pour prendre en charge les populations exposées aux PFAS. Et donc tout ce que je vais vous dire là, en fait, ça vient de cette étude américaine. Donc eux, les experts américains ont lu tous les articles et ils en ont déduit en fait, pour chaque effet pour la santé, un niveau de preuve. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des populations importantes, si toutes les études vont dans le même sens, s'il y a une association statistique qui est forte, eh bien ils en déduisent qu'on a des preuves suffisantes pour dire qu'il y a une association entre telle maladie et l'exposition au PFAS. Donc je vais vous lire les 4 choses pour lesquelles il y a une preuve suffisante. Il y a la diminution des anticorps face aux infections et après une vaccination. Il y a les troubles du métabolisme des lipides, c'est-à-dire les problèmes de cholestérol. Ça, c'est quand même pas un moindre sujet, parce qu'avoir du cholestérol, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a des bébés qui naissent avec des petits poids de naissance. Et enfin, il y a un risque augmenté de cancer du rein. Donc là, je vous ai dit les 4 effets pour la santé pour lesquels il y a une preuve suffisante. Là, c'est en train de faire un jeu. Je pense qu'on va y arriver. Ensuite, il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles le niveau de preuve est encore limité à ce jour. À ce jour, c'est-à-dire avec les études qui existent aujourd'hui. Donc, ces maladies pour lesquelles il y a une association qui est envisagée, c'est le risque de cancer du sein, le risque de cancer du testicule, les anomalies des enzymes du foie, les maladies de la thyroïde, l'hypertension pendant la grossesse et la rectocolite hémorragique. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres pathologies pour lesquelles, pour l'instant, les preuves sont insuffisantes à ce jour. Mais, et là, c'est les experts américains qui le disent, tout ça, c'est pour l'instant. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la science, elle progresse très vite. Il y a des études de plus en plus nombreuses. Et
cette société savante américaine, ils ont déjà prévu de faire des mises à jour tous les 2 ans. Donc ils disent, hein, c'est eux-mêmes qui disent, qu'il est tout à fait possible que des effets pour la santé qui sont aujourd'hui classés dans insuffisant, demain se retrouvent avec un niveau de preuve suffisant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont fait cette catégorie, cette classification des pathologies pour tous les PFAS. Il ne s'agit pas d'isoler PFAS par PFAS. Parce qu'en fait, pourquoi ils ont fait ce choix-là, ils l'expliquent très bien, c'est parce qu'ils disent on est tous co-exposés, malheureusement, à un cocktail de PFAS. Donc, en fait, tous les discours qui tendent à vous dire non, on ne peut pas parler d'effets sur la santé pour tous les PFAS, il faut les regarder un par un, ou même les discours qui vous disent, encore pire, on ne sait pas très bien les effets sur la santé des PFAS, et bien, j'espère que vous aurez compris que tout ça, en fait, ça relève de la fabrique du doute. Et qu'en 2025, on a des certitudes sur les effets des PFAS sur la santé. Ensuite, ils pointent du doigt aussi quelque chose de très intéressant. Ils nous disent qu'il n'y a pas encore suffisamment d'études sur les populations fortement exposées, que sont les professionnels et les riverains des sites industriels. Alors maintenant, je voulais vous parler rapidement aussi des dosages sanguins de PFAS. Il y a plusieurs démarches, en fait, pour les prises de sang des PFAS. À l'échelle d'un individu, pour une personne, il y a la démarche qui est médicale. Et en France, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'un résultat de PFAS dans le sang ? Tout le monde est bien embêté, y compris vos médecins généralistes. Par contre, il faut savoir qu'aux États-Unis, grâce à ce guide dont je vous ai parlé et à qu'ont écrit les sociétés savantes américaines, les médecins généralistes, ils savent, ils ont tout un algorithme décisionnel pour prendre en charge les populations exposées, pour leur faire des prises de sang et en fonction du résultat, pour leur proposer un suivi médical adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, un résultat de PFAS dans le sang, ça ne prédit pas qu'il va apparaître une maladie. Il faut comprendre aussi qu'à l'échelle d'une personne, ça ne permet pas de faire un lien de causalité certain entre, par exemple, quelqu'un qui a une hypercholestérolémie et qui a un taux de PFAS élevé dans son sang. C'est-à-dire que concrètement, le médecin généraliste va lui dire oui, c'est possible, oui, c'est probable, oui, sûrement, ça n'arrange rien, mais il ne pourra jamais dire de façon certaine pour une personne que c'est lié au PFAS. Après, il y a faire une prise de sang dans le cadre d'une démarche juridique. Et là, tout à l'heure, Louise et puis les juristes qui vont parler vont nous expliquer en quoi ça peut être intéressant dans une action. Et puis enfin, donc à l'échelle par contre d'une population, des prises de sang c'est hyper important parce que c'est ça qui permet de faire des études épidémiologiques, mais là, on est dans une autre démarche. Donc, vous savez que le consortium de journalistes européens nous a dit qu'il y avait 15 millions d'Européens qui souffrent de pathologies liées au PFAS. Donc on peut largement supposer que parmi ces 15 millions, il y en a ici, au sud de Lyon. Ici, en fait, pour l'instant, on a un faisceau d'indices. Comme faisceau d'indices, on a par exemple le diagnostic local de santé 2023, d'Oulin-Pierre-Bénite, où là, bon, vous voyez pas, j'avais mis le petit graphique, mais en gros, pour Pierre-Bénite, on voit que la petite barre pour les maladies endocriniennes, elle dépasse assez largement les taux des autres habitants de la région. Ce qu'on a comme faisceau d'indice aussi, c'est qu'un œuf de poulailler d'Oulin qui était consommé par un enfant, eh ben, il avait plus de 100 fois la dose journalière de PFAS recommandée par l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Un nourrisson de 2 mois qui est allaité par sa mère à Oulin, il a plus de 35 fois la dose journalière de PFAS recommandée par les autorités européennes. Il y a eu aussi 10 habitants de Pierre-Bénite qui ont eu une prise de sang de PFAS, et ça c'était dans le cadre de l'enquête d'Émilie Rousseau de France 3. Donc j'ai eu accès à ces résultats, et donc on se dit qu'est-ce qu'il faut en penser, c'est grave, c'est pas grave. Donc je les ai analysés à la lumière, on va dire, du seuil sanitaire qui est proposé par la Société savante américaine. Donc les experts américains, ils ont fixé un seuil sanitaire, ils font la somme de 7 PFAS, et quand on a plus que 20, on sait qu'il y a un risque accru de pathologie pour la santé. Et donc sur nos 10 habitants de Pierre-Bénite qui avaient eu leur PFAS dosé dans le sang par les journalistes de France 3, il y en a 8 qui sont dans cette zone rouge, au-dessus de 20, voire
très largement, ça va jusqu'à 250. Il y en a 2 qui sont dans une zone, les 2 autres, donc qui sont dans une zone intermédiaire entre 2 et 20, où c'est quand même un risque intermédiaire, c'est pas un risque nul. Et puis quand on regarde un petit peu aussi par rapport, donc les prises de sang de ces 10 riverains, par rapport à la population française, parce qu'il y a l'étude, l'enquête Esteban, qui a dosé les PFAS dans le sang de tous les Français, donc on peut comparer nos 10 habitants de Pierre-Bénite par rapport à la population française, pour leur taux de PFAS dans le sang. Et donc si on regarde, donc là on est bien d'accord, je ne vous parle pas de normes sanitaires, je vous parle juste, on compare juste par rapport à la population française de base. Et donc si on regarde le chiffre qui s'appelle le 95e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 95% des Français qui sont en dessous et 5% qui sont au-dessus, et bien pour le PFNA, on a 9 habitants sur 10, sur les 10 de Pierre-Bénite, qui sont dans les 5% avec un taux de PFNA le plus élevé. Voilà, j'espère que c'était pas trop hard à comprendre sans diapo. Ah ben voilà, magnifique. Merci. La dernière diapo. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Louise Chance, je suis avocate spécialisée en droit de l'environnement et donc je travaille depuis le début du scandale avec Notre Affaire à tous et les associations et les victimes sur ce scandale sanitaire et environnemental. Et donc là on va faire d'abord un état des lieux des procédures juridiques en cours. On va essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vrai qu'il s'est un peu parti dans tous les sens au niveau juridique, il y a eu beaucoup d'actions différentes. Donc là l'idée c'est de vous faire un petit point. Oui, tout à fait. C'est en page 31 du guide, si vous voulez voir cet état des lieux. Les guides sont en libre accès à la fin sur la table du fond. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Ah, bah super. Voilà, la page 31, vous pouvez... Par contre, moi, comme j'ai cherché à m'avoir et qu'ils en avaient plus, je pense que j'irai sur le site pour avoir le PDF. Oui, tout à fait. C'est en libre accès sur Internet aussi. Donc il y a plusieurs actions en pénal, en administratif et en civil. Donc moi je vais vous présenter la première action qui a été déployée. En fait ça a commencé en mai 2022 où on a fait un référé pénal environnemental. Le but c'était de demander à la fois contre Arkema et contre Elkem Silicon des mesures utiles pour mettre fin aux pollutions. En fait, on travaillait avec Notre Affaire à tous depuis 2020 sur le dossier, sur en fait, la vallée de la chimie de manière générale. Que faisait la vallée de la chimie en termes d'impact sur l'environnement, sur la santé. Et donc, au terme de cette enquête qu'on a menée avec Notre Affaire à tous et la clinique de base Sciences Po Paris, on a déposé 2 référés pénaux environnementaux en mai 2022 à la suite du scandale. Hélas, ça n'a pas été poursuivi par le procureur et donc on va dire que le procureur nous a incité à continuer l'enquête et à échanger avec les services de l'administration environnementale, donc la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc on a poursuivi le travail pendant une année supplémentaire et en mai 2023 on a redéposé un référé pénal environnemental où là donc on défendait 47 victimes et 11 associations pour demander des mesures utiles sur les PFAS, donc la cessation de la pollution, une enquête, un monitoring médical, des analyses de sang. On demandait beaucoup de mesures utiles qui avaient vraiment du sens. Aussi, on demandait à ce qu'il y ait des mesures claires de précaution qui soient données pour les citoyens et citoyennes qui sont exposés à la pollution. Mais donc le procureur a d'abord dit oui, c'est une bonne idée cette requête, et donc a transféré la requête au juge des libertés et de la détention. Donc on a eu des premières auditions. Et ça, c'était en octobre 2023. Et du coup, par la suite, on a eu, hélas, une mauvaise décision en première instance. Le juge des libertés de la détention a en fait considéré que c'était trop compliqué pour lui, qu'il n'avait pas les moyens de mener des enquêtes. Et donc, il a dit que, vu que la DREAL disait qu'il n'y avait plus vraiment de problème, eh bien, c'était un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et donc on s'est retrouvé en appel devant la Cour d'appel de Lyon, et la Cour d'appel de Lyon a considéré que les associations et les victimes n'étaient pas vraiment des parties, donc que les associations et victimes ne pouvaient pas vraiment faire appel.
Donc voilà, c'est une décision très décevante de la part de la Cour d'appel. Donc là, on est devant la Cour de cassation. Il y a une décision, enfin il y a une audience le 11 février 2025, le même jour qu'une audience devant la Cour d'appel de Lyon pour les personnes qui ont manifesté dans le site Arkema, qui ont obtenu leur relax en première instance. Et donc là, il y a une audience en appel. Donc voilà, le référé pénal environnemental, il y a une audience devant la Cour de cassation le 11 février 2025. On aura sûrement une décision en mars ou en avril 2025. Et en fonction de la décision, soit on continue et on va plus loin au niveau européen, donc potentiellement à la Cour européenne des droits de l'homme, soit on a de la chance, on gagne, et dans ces cas-là, on revient devant la Cour d'appel, une des cours d'appel. On espère qu'une autre que la Cour d'appel de Lyon, mais on ne peut pas vraiment savoir à ce stade. Donc voilà pour le référé pénal environnemental. Alors c'est vrai que ça me paraît beaucoup de combats pour un succès, on va dire, mitigé, parce que pour l'instant on n'a pas gagné. Mais il faut savoir que ça a quand même déjà beaucoup influencé les cas et la justice environnementale de manière générale, parce que depuis ces dernières années, du coup, les associations, les victimes se sont saisies de cet outil, et donc il y a beaucoup de jurisprudence récemment. Avant, c'était un outil qui était très peu utilisé, et maintenant, là, sur les 2 dernières années, il y a eu plus de 10 jurisprudences favorables avec des astreintes allant jusqu'à 10 000 € par jour de retard. Donc c'est vraiment des décisions très importantes. Donc c'est quand même un premier pas favorable pour la justice environnementale de manière générale. On espère que ça va être aussi favorable devant la Cour de cassation en février 2025. Et donc je laisse la parole pour la suite au pénal à mon confrère. Merci beaucoup Louise, bonsoir à toutes et à tous. Je vais me pousser au nez. Je suis Antoine Clair du cabinet Helios Avocats, et avec les cabinets Convictio Légal et Ours, j'accompagne la commune d'Oulin-Pierre-Bénite sur le dossier PFAS, dans son volet administratif que présentera ensuite mon confrère Sébastien Bécu, dans lequel on a été intervenant volontaire à 2 reprises, et sur le volet pénal, dont vous avez sans doute entendu parler puisqu'il a été beaucoup médiatisé. Pour rappel, cette procédure pénale, elle a été engagée d'abord dès 2022 par une plainte de la commune de Pierre-Bénite et de son maire, qui ont permis l'ouverture de l'instruction pénale qui a ensuite donné lieu aux enquêtes, aux perquisitions dont vous avez sans doute entendu parler. Puis la commune d'Oulin-Pierre-Bénite a mobilisé une coalition de collectivités, de personnes physiques victimes et d'associations de pêche pour se joindre à cette plainte et lui donner une ampleur accrue. Cette procédure pénale, elle est en cours actuellement. Elle poursuit un objectif qui est d'abord répressif, c'est-à-dire caractériser les infractions en matière de pollution, de mise en danger de la vie d'autrui, d'écocide, pour punir au sens strict du terme donc les industriels. Mais elle poursuit aussi un objectif de réparation, puisque toute victime de ces pollutions a également la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure. C'est déjà le cas pour la coalition menée par la commune, c'est déjà le cas également pour un certain nombre de justiciables qui accompagnent ma consoeur Louise Chance. Reste à déterminer comment articuler de façon intelligente les demandes de réparation qui seront formulées dans le cadre pénal et dans le cadre de l'action que vous présentera plus en détail ma consoeur Louise Chance un peu plus tard dans la soirée. Et pour le volet administratif, je vais laisser la parole à Sébastien Bécu du cabinet Terra Nostra Avocat. Merci Antoine. Donc Sébastien Bécu, je suis avocat aussi spécialiste en droit de l'environnement et au sein du cabinet Terra Nostra Avocat. Et donc moi j'ai traité le volet administratif. Donc quand on a découvert que la préfecture avait autorisé les extensions des usines de Daikin et d'Arkema alors qu'on était en plein scandale sanitaire, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'utiliser une vieille procédure du droit de l'environnement qui permette de demander la suspension de l'autorisation d'exploiter l'usine, enfin l'extension de l'usine, s'il n'y a pas eu d'étude d'impact, c'est-à-dire une étude des impacts précédents, avant les extensions. Et c'est avéré qu'on a découvert, dans le cadre de l'instruction en préfecture, que l'extension de Daikin utilisait un nouveau PFAS, le bisphénol AF, et qu'il n'y avait eu aucune publicité dessus. Du coup, le référé étude d'impact a fonctionné parce qu'on a introduit 10 jours après, on a eu la suspension de l'extension de l'usine Daikin, comme vous avez dû entendre parler, pendant 6 mois. Ensuite, la préfecture a, sur la base d'un nouveau dossier, réautorisé l'exploitation de l'extension de l'usine Daikin, en ajoutant cette fois-ci un filtre haute efficacité, qui est quand même une victoire pour nous. En fait,
ils ont mis un filtre haute efficacité qui permet de réduire de manière très importante les rejets de bisphénol A F. Et donc, quand on a refait un référé étude d'impact contre le second arrêté, et ben, le juge administratif a considéré que comme il n'y avait plus d'impact à l'extension, et ben, on ne pouvait pas suspendre à nouveau le fonctionnement de l'unité. Voilà. On a attaqué en parallèle pour les mêmes motifs l'extension de l'usine Daikin. Le juge a considéré que comme l'extension consistait à ne pas utiliser de nouveau PFAS, même si on n'a aucune information sur le nouveau mode de fabrication, il n'y avait pas non plus besoin d'une étude d'impact. Ça, c'est les deux procédures de référé qui sont en cours. On a introduit des pourvois en cassation contre ces rejets de suspension. Et on a en parallèle des recours en annulation qui visent du coup à obtenir cette fois-ci non pas du juge des référés qui est le juge de l'urgence, mais du juge du tribunal administratif, l'annulation des autorisations des extensions pour le même motif de défaut d'étude d'impact et insuffisance des moyens destinés à encadrer l'utilisation des PFAS. Et c'est des procédures qui sont en parallèle de celles qui sont menées par le cabinet Kaizen. Mais on a aussi besoin du soutien pour ces recours en annulation qui sont en cours. Et si vous voulez participer, vous pouvez rejoindre du coup M. Mounib, allez voir M. Mounib de la session Bien Vivre à Pierre-Bénite, qui est à l'origine de ces deux recours. Voilà, je vous remercie. Du coup, pour information, je reparlerai du guide juste après, mais toutes ces informations sont à la fois récapitulées dans un tableau donc, qu'on a mis là en tout petit, mais page 31. Et à la fin, on a essayé d'expliquer aussi, de rappeler en fait ces procédures et leur issue de façon la plus simple possible. La dernière procédure qui a été lancée dans la région du Sud Lyonnais sur le sujet des PFAS, c'est une procédure qui a été lancée par la métropole de Lyon, la régie eau publique du Grand Lyon et le syndicat mixte d'eau potable Rhône Sud, et c'est une victoire, donc c'est bien de finir la présentation de cet état des lieux là-dessus, puisque comme vous le voyez, c'est quand même, c'est pas toujours positif et c'est des combats de long terme, donc c'est bien de se concentrer aussi sur ces décisions positives. C'est un référé, donc à la fois à nouveau une procédure dite d'urgence, expertise. Et donc, ce qui a été obtenu, en fait, la métropole a estimé que, je vais vous dire le chiffre exact, a estimé que la réalisation du plan pour remettre en conformité l'eau potable qui est distribuée lui coûterait entre 5 et 10 millions d'euros. Et donc, elle s'est tournée vers le juge pour lui demander d'établir les expertises nécessaires à la compréhension de la problématique. Et donc, le 2 août 2024, le juge a fait droit à leur demande. Et donc, une expertise aujourd'hui est en cours par des 3 experts indépendants choisis par le juge. Et donc, les résultats de cette expertise tomberont normalement en 2026. Et donc, on en saura plus sur le type et la quantité de PFAS qui ont été employés, sur quelle durée ils ont été employés, sur les émissions historiques, sur leur imputabilité à Arkema et à Daikin, sur la présence de PFAS dans les eaux captées, dans l'air, dans l'eau, les sols, sur la conformité des usages par rapport aux normes successives, etc. Donc ça va être une grosse expertise réalisée là, dans les prochains mois par ces experts, encadrés à la fois par la métropole, le syndicat SMEP Rhône Sud et la régie au public, à laquelle vont aussi participer Daikin et Arkema au contradictoire. Et les experts rendront donc ce rapport de façon indépendante et le rapport sera public ensuite à la fin. Donc voilà, on aura accès à toutes ces données et donc ça reste une belle décision. Ce qu'il faut, peut-être dernière chose sur ces procédures en cours, c'est que c'est quand même, je trouve, assez rare les sujets qui en moins de 3 ans montent autant. Et donc en fait ça c'est aussi grâce à vous et grâce à nous tous ici. Le fait de faire sortir un scandale et de mettre à l'agenda, d'avoir plusieurs décisions déjà, une loi qui va repasser à l'Assemblée en dernière lecture là, le 20 février, des plans d'action, etc., même si on considère que c'est pas encore suffisant et que le combat reste long, c'est déjà important de se dire qu'on a fait tout ça ensemble, de mettre le sujet à l'agenda et d'obtenir des premières mesures qui restent encore insuffisantes, et donc on va se battre pour la suite. Donc, grâce à
à Lucas qui nous a posé le contexte de tout ce qui s'est passé depuis la révélation du scandale, à Lucie qui nous a présenté l'état des connaissances sur l'effet des PFAS sur la santé. On a eu également des éclaircissements de tous les avocats sur les différentes actions collectives qui ont été menées. Là, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau individuel, quels sont les moyens d'action à notre disposition, à chacun en tant que citoyen. Donc là, je vais passer la parole. Donc pour vous parler un peu plus du guide, on va vous en présenter certains éléments à l'oral. Dans le guide, vous pourrez retrouver plusieurs parties qui sont expliquées de façon... Alors, il fait 30 pages, mais c'est quand même synthétique, vous verrez. Vous pourrez voir, voilà, si vous êtes concerné par cette pollution PFAS, en fait, il suffit... Enfin, c'est pas parce que vous n'avez pas pour l'instant de pathologie spécifique, etc., que vous n'êtes pas concerné, que vous ne pouvez pas demander la réparation de certains préjudices. Donc on va en reparler un petit peu. Quelle action juridique choisir ? On va vous expliquer un petit peu la différence entre les deux grandes procédures, la procédure pénale et la procédure civile. Mais les éléments sont expliqués dans ce guide. Comment prouver les dommages ? Comment constituer un dossier qui soit solide ? On vous a mis des exemples de pièces qui pourront vous être utiles dans vos démarches. Donc quel type de pièces vous pouvez commencer éventuellement à préparer, à quoi est-ce qu'on doit penser ? Et d'autres informations pratiques aussi, où trouver de l'aide financière par exemple, qui contacter, etc. Donc toutes ces informations sont dans le guide. On souhaitait quand même, parce que c'est aussi l'occasion de cette soirée publique, vous en présenter quelques-unes à l'oral. Et puis comme ça, on pourra prendre le temps aussi, un petit temps de questions. Voilà, et donc, on va... Donc la première chose qu'on va vous présenter, c'est des informations que vous pouvez retrouver page 19 du guide. On va vous présenter justement la différence. On parle des procès pénals, on a parlé là de l'instruction pénale qui était ouverte. Ce dont on va vous parler à la fin de la soirée, c'est une action civile. Quelle est la différence ? Pourquoi est-ce qu'il y a deux voies différentes ? Voilà, donc je laisse la parole à Manolo de Notre Affaire à tous. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Manolo et je travaille avec Emma à Notre Affaire à tous. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur le petit guide que vous avez avec vous. Et je voulais vous expliquer un petit peu la différence entre la procédure pénale et la procédure civile. Il en existe beaucoup, mais ce qui va vous intéresser, vous, de premier chef, c'est de comprendre qui a la maîtrise de la procédure. On l'a entendu sur le référé pénal environnemental notamment, mais également dans d'autres affaires comme le chlordécone. Dans le cas des procès pénaux, la personne qui a la main sur la procédure, c'est le procureur de la République ou éventuellement le juge d'instruction. C'est eux qui vont vraiment avoir qui vont faire vivre la procédure, qui vont la faire avancer. Donc, dans la procédure pénale, on dépend un petit peu de ces acteurs-là. Tandis que dans la procédure civile, c'est les parties, c'est les demandeurs. Donc là, ici, vous toutes, qui pouvaient faire avancer la procédure, qui pouvaient l'introduire et qui par la suite devra avoir la charge de la faire avancer. Ce qui est un petit peu plus compliqué en procédure civile par contre, c'est qu'il appartient au demandeur de tout prouver. C'est-à-dire qu'il faut venir voir le juge avec un dossier qui finalement est déjà plus ou moins fait et qui peut démontrer notamment une faute de la part des personnes qu'on attaque en justice, mais également un lien de causalité avec cette faute et les dommages qu'on subit. Tandis que dans la procédure pénale, là, c'est au procureur de porter l'accusation et de retrouver les éléments de preuve par lui-même. Ensuite, les étapes sont également différentes entre la procédure civile et la procédure pénale. En matière civile, la plupart du temps, après avoir introduit une action, il y aura une phase où le juge va s'assurer que votre demande est recevable. C'est-à-dire il va regarder si elle est bien formée, s'il y a tout ce qu'il faut dans la demande, et ensuite seulement il passera au jugement sur le fond. Tandis que pour la procédure pénale, elle peut s'étirer de manière beaucoup plus importante dans le temps. Il y a d'abord une première étape de la procédure pénale qui est l'enquête ou l'instruction, pendant laquelle le juge et le procureur vont devoir récupérer toutes ces preuves, interroger les personnes concernées, éventuellement procéder à des perquisitions.
une fois que cette enquête est clôturée, encore faut-il que le juge d'instruction décide de renvoyer le dossier devant une formation de jugement. Et ensuite, la formation de jugement va d'abord, dans un premier temps, devoir statuer sur la culpabilité des personnes poursuivies. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va se demander est-ce que la personne est coupable ou pas des faits qu'on lui reproche. Et c'est seulement dans un temps après celui-ci que les parties civiles, c'est-à-dire les victimes qui ont déposé plainte, vont pouvoir présenter leur demande en réparation. Donc finalement, la question de la réparation dans le procès pénal arrive de manière assez tardive dans le processus, tandis qu'en matière civile, le cœur même de la procédure, c'est de réparer les dommages qui ont été subis par les demandeurs. Donc si vous voulez un petit peu plus de précision, je vous invite à vous tourner vers la page 19 du guide, et bien évidemment, s'il y a des questions après, je serai ravi d'y répondre. Ensuite, comment agir en réparation des préjudices individuels? Une fois qu'on a ces informations en tête, quels préjudices on peut réparer? Donc en fait, quels dommages qu'on subit individuellement on peut réparer? Là, petite parenthèse, il faut faire la distinction entre les dommages individuels qui peuvent être subis par chacune d'entre vous et les dommages collectifs. Par exemple, la contamination de l'eau potable, le fait que notre eau potable soit contaminée, ça va être un préjudice plutôt collectif, et donc c'est par exemple le but de l'action de la métropole, qui est donc, on va dire, une personne morale, collectivité, qui va en faire la réparation. Pour autant, il y a donc différents préjudices qui peuvent être mobilisés par vous en tant que personne individuelle. Deuxième parenthèse, et après j'y vais, c'est qu'il y a également des cas particuliers. Par exemple, si vous êtes exploitant agricole, si vous êtes salarié ou ancien salarié, il pourrait y avoir d'autres préjudices que ceux qu'on va vous présenter, qui sont plutôt les préjudices communs aux riverains, riveraines. Alors, qu'est-ce que donc on peut réparer? On vous a rappelé dans le guide voilà, la contamination de l'eau de consommation, donc le fait que notre eau soit contaminée, sur quelle zone, etc., ça a été reconnu. La contamination des sols, de l'air, des végétaux, des œufs, des poulaillers domestiques, dans un périmètre qui est variable autour des sites industriels. Les effets sur la santé, donc ça va être à la fois, comme on a parlé Lucie, ça, sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychologique. Notamment un des préjudices dont on reparlera ensuite, qui peut être réparé par le juge, c'est le préjudice d'anxiété. Donc le fait qu'en fait, on vit tous là dans une zone qui est extrêmement polluée. On ne sait pas qui encore a fait quoi. On ne sait pas à quel point on va être impacté dans nos chairs, etc. Eh bien, toute cette angoisse qui est créée, cette anxiété qui est créée par cette situation, on peut en demander la réparation. Le préjudice matériel aussi, certaines d'entre vous ont investi dans des filtres pour l'eau potable par exemple, certains d'entre vous ont perdu la jouissance de vos œufs, de vos poulaillers, vous avez peut-être fait d'autres achats, des dépenses liées à des frais de santé particuliers. Si vous êtes propriétaire, vos maisons ont peut-être perdu de la valeur à cause de cette pollution qui donc impacte notre zone. Tout ça, ce sont des préjudices qu'on peut aller chiffrer devant le juge et dont on peut demander la réparation par les industriels. Donc voilà, on vous a mis plusieurs exemples dans le guide. Et donc voilà, avec donc cette spécificité, si vous êtes exploitant agricole et que par exemple vos rendements ont été moins bons, si vous êtes salarié et que vous avez d'autres pathologies, ça peut être des litiges complémentaires. L'eau a été reconnue comme contaminée. Après, donc on prendra un temps de réponse après. Après, vous pouvez toujours boire l'eau du robinet. Mais effectivement, il y a des risques sanitaires puisque l'eau est au-dessus des valeurs. Ah oui, ça dépend des champs captants. Mais du coup, vous avez la carte. L'eau potable, elle vient des champs captants de milieu de la table. Bah voilà. Donc vous avez et vous avez la carte dans le guide pour voir de quel champ captant dépend votre commune. Dernière information, pourquoi est-ce qu'aussi on voulait faire cette réunion aujourd'hui?
parce qu'en fait, il y a un peu urgence à se poser la question de ce qu'on veut faire. Comme on vous l'a dit, il y a une instruction pénale qui est en cours, qui va prendre un certain temps. Mais devant la justice, il y a ce qu'on appelle la prescription. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de délai de péremption au-delà duquel on ne peut plus agir en justice. On perd nos droits d'action. Selon les cas, les situations, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Et en fait, cette date, elle arrive vite. Pour l'instant, le fait que l'instruction pénale soit en cours met en pause ce délai-là. Mais si pour X ou Y raison, l'action pénale échoue, eh bien, cette pause sera comme si elle n'avait jamais existé. Donc, en fait, on repart avec ce petit schéma qu'on vous a fait et la prescription qu'on peut craindre à 2027-2028. Le fait de lancer une action, notamment civile, comme on va vous en parler, permet de protéger nos droits d'action. C'est-à-dire que même en cas d'échec de la procédure pénale, qui pour l'instant est en bon avancement, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passera demain, eh bien, même en cas d'échec, votre capacité d'action devant le juge, votre capacité de demander réparation sera protégée. Donc c'est pour ça qu'il est assez essentiel de se poser dès aujourd'hui la question d'agir ou pas devant le juge, parce qu'en fait, peut-être que dans 10 ans, eh bien, on n'aura plus ce luxe-là, cette chance de pouvoir se poser la question. Enfin, dernière information un peu générale, où trouver de l'aide financière ? Voilà, encore une fois, il y a davantage d'explications dans le guide, pages 26 et 27. Effectivement, une action en justice, à chaque fois, c'est des coûts. Alors, les coûts peuvent être réduits, mais c'est forcément une question pour certaines d'entre nous. Et il y a différents mécanismes il y a un mécanisme que tout le monde peut activer, ou en tout cas voir à quel point vous êtes concerné. C'est le mécanisme de protection juridique qui peuvent être inclus dans vos assurances. Donc, on vous a expliqué dans le guide, vous pouvez aller regarder dans vos contrats d'assurance. Il y a souvent des mécanismes de protection juridique dans vos assurances de protection de responsabilité civile, dans vos assurances même professionnelles parfois. Donc voilà, allez regarder vos différents contrats d'assurance et vous pourrez regarder, souvent ils vous couvrent une partie des frais d'avocat, des frais de justice que vous pouvez débourser pour vos sinistres. Donc ça, chacun et chacune d'entre vous qui a une assurance peut aller vérifier. Ensuite, il y a un second mécanisme pour, selon vos revenus, eh bien, vous pouvez solliciter ce qu'on appelle une aide juridictionnelle. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le barème, donc pour les revenus moins élevés, eh bien, l'État prend en charge tous vos frais de justice, donc tous les frais d'avocat. Et donc ça veut dire que vous n'avez rien à avancer. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce qu'on est quand même dans une situation où, il faut le dire, le rapport de force, il est quand même au niveau financier pas en notre faveur. On est contre des entreprises qui sont multimilliardaires et donc il ne faut pas que ces sommes d'argent vous empêchent d'aller en justice et nous empêchent de mener ces combats. Et donc il faut vraiment se saisir de ces mécanismes de protection juridique d'assurance, de l'aide juridictionnelle. Voilà, il faut pas qu'on hésite en fait pour ces critères-là, sachant qu'il y a ces aides qui sont possibles. Et donc voilà, en fait, si le frein pour vous est financier d'agir en justice, sachez qu'il y a ces deux mécanismes qui existent. Et voilà, il ne faut pas les laisser gagner sur ça. Donc voilà, ça c'était une première présentation du coup de différents mécanismes, comment on peut faire réparer des préjudices. On va en reparler, mais est-ce que peut-être, en premier temps de questions, on vous propose de lever la main, peut-être comme vous êtes très nombreux, et on va essayer de répondre les questions dans l'ordre, ça va être difficile. Et on vous propose de vous lever et parler fort, parce que ça va être compliqué de faire passer le micro. Denis, je t'ai vu lever la main en premier, ensuite c'est vous, madame. Toi, tu peux avoir le micro. Oui, bonjour à tous. Denis, je suis représentant local de Génération Future. On est aussi au centre du combat contre les PFAS, un peu à tous les niveaux. Et du coup, sur les actions juridiques locales, on est avec le bienveillant Pierre Bénite sur les recours en cassation du Conseil d'État, sur les deux extensions de l'Arkema et Kim. On a aussi 3 plaintes, mais là c'est un peu plus au niveau national, qui ont été déposées il y a déjà plus d'1 an, sur les régions Hauts-de-France, Franche-Comté
et puis Val-de-Loire, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que Pierre-Bénite qui est un spot, il y en a d'autres. Donc on est parti là-dessus, donc il y avait eu des actions juridiques des autres associations sur le Rhône. On s'est joint sur l'extension d'Arkema, et donc on est parti sur les plaintes contre X, hein, classiques, déposées auprès des tribunaux régionaux. Alors après, on active aussi un site internet là, spécial victimes de PFAS. Vous pouvez aller voir sur notre site. Donc il est ouvert à tous, bien sûr. Il appelle à des témoignages de victimes. Il informe aussi sur les PFAS, les conditions. Et puis, voilà, il est ouvert aussi à toutes les associations pour justement témoigner à nous. Merci Denis. Et du coup, on va passer aux questions. Madame. J'en profite. Génération future. Moi, en fait, en vous écoutant, j'ai eu une révélation. Figurez-vous qu'il y a 2 ans de ça, on a découvert que dans mes prises de sang, je me mettais à faire j'avais un taux de mauvais cholestérol qui avait explosé. Et alors j'ai eu une batterie d'examens, on a cardiologue, angiologue, là j'en suis à voir une diététicienne. On est en train de se demander pourquoi d'un seul coup, alors que ma qualité de vie n'a pas diminué, je me mets à avoir un dysfonctionnement. On dit, peut-être que vous n'arrivez pas à métaboliser correctement ce que vous faisiez bien avant. Alors je me questionne parce que je suis végétarienne, j'ai une activité le plus sportive possible, et en plus écoutant, je me suis dit, tiens, voilà, une piste que j'aimerais bien étudier. Et si je veux creuser cette piste, j'imagine faire une prise de sang et éventuellement faire des actions en lien avec cette enquête, comment je dois procéder? Et je pense que d'autres personnes qui auraient peut-être des idées sur d'autres sujets pourraient se demander par quoi je commence. Voilà. Un cas concret. Je pense que si vous... je vais voir mon médecin traitant, je lui demande bêtement, pouvez-vous me faire une prise de... Alors, il y a des labos privés, en fait, il y a des labos privés qui proposent de faire ce genre de prise de sang. Après, c'est cher et c'est pas remboursé, donc voilà. Mais par contre, dans le cadre de votre action en justice, mais ça c'est Louise qui l'expliquera, ce sera, si vous décidez de rejoindre l'action, ce sera sûrement intéressant d'avoir la prise de sang. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que pour les questions très particulières, à la fin, il va y avoir un guichet, n'est-ce pas Louise, pour répondre à vos questions plus particulières. Du coup, oui, mais moi en fait, c'était pas pour parler de ma situation particulière, je me suis dit du coup, en gros, si les uns et les autres avaient envie de se lancer dans une procédure, par quoi on commence? Du coup, la deuxième partie, la dernière partie de la soirée, juste après ce temps de questions, sera vraiment sur la proposition d'action. Donc, on va vous proposer très concrètement, en fait, quelles peuvent être les prochaines étapes. Et du coup, là, c'est plus s'il y a des questions, effectivement, sur ce qui a été dit, des choses qui étaient peut-être pas claires, ou qui vous paraissent encore floues. Après, on va rester encore, il y a monsieur au fond, on va rester après, donc voilà, enfin je veux dire, c'est pas maintenant ou jamais, mais s'il y a déjà des choses qui peuvent être éclaircies avant de passer à la suite. Monsieur au fond, s'il peut parler. Par rapport à la question du quelqu'un qui n'a aucune aide, il faut s'attendre à une fourchette de combien à peu près? Bien, on va vous répondre dans quelques minutes. Beaucoup de teasing. Alors monsieur à droite. Oui, moi je me pose une question. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une action nationale? Parce que les actions régionales, Lyon, il peut y en avoir à Rumilly, dans les Hauts-de-France, ailleurs. Mais pourquoi n'y aurait-il pas une action nationale? Ça aurait peut-être beaucoup plus de poids. En tout cas, ça renforcerait, ça fédérerait les actions régionales. Alors au niveau juridique, on est... on veut que vous en remerciez. Au niveau juridique, on est obligé de territorialiser les actions parce qu'en fait, là, on va s'adresser à un territoire avec des personnes, donc là, des entreprises à qui on peut imputer la pollution. Donc, c'est vraiment sur des questions juridiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en lien tous ces cas. Denis en a parlé. En fait, il y a effectivement des collectifs qui se mobilisent ailleurs en France. Et donc, ce lien national et même le lien européen, puisqu'on est aussi en lien avec des collectifs en Italie, aux Pays-Bas, qui mènent ce même combat depuis des années. En Italie, ils sont plus de 200 victimes à s'être réunis. Donc voilà, c'est intéressant de mettre ça en lien, mais au niveau vraiment juridique, action juridique,
Parce que les gouvernements, et notamment les ministères de l'écologie, ont quand même une responsabilité vis-à-vis de la population, non? Ah oui, là on s'adresse aux entreprises, mais effectivement la responsabilité des pouvoirs publics pourra se poser à un moment au niveau national. Comme ça a été fait par exemple sur l'amiante, tout à fait. Bonjour Nicolas, j'ai une question sur l'administration de la preuve, sachant que les PFAS sont partout, que ce soit dans nos ustensiles de cuisine, dans les cosmétiques, dans les vêtements, dans certains matériels de santé et tout. Comment les avocats peuvent répondre en fait à un avocat d'Arkema qui dira bah oui, c'est pas nous, c'est parce que vous avez utilisé au tocoaltéphal depuis 20 ans ou autre. Et puis la deuxième question, c'est dans les enquêtes au pénal, est-ce qu'il y a une recherche de la preuve, comme ça a été le cas pour les précédents standards sanitaires, par exemple pour l'amiante, que les industriels ils étaient parfaitement au courant qui rejetaient dans l'atmosphère, dans l'eau et dans le sol des produits très dangereux. Et donc est-ce qu'il y a une recherche qui est faite dans les enquêtes? On sait qu'il y a eu des enquêtes chez Arkema par exemple, il y a eu des perquisitions qui ont été faites et tout. Donc est-ce que ça c'est pas le seul moyen ou le meilleur moyen de faire condamner au pénal un industriel? C'est très bien en fait le mal qu'il fait à l'environnement et à la santé. Alors sur la première question, et c'est pour ça que c'est intéressant notamment de se mettre collectivement, parce qu'en fait c'est en montrant que le Sud lyonnais de manière générale, eh bien il y a une prévalence de certains problèmes, et qu'en fait plus qu'à d'autres endroits du territoire où effectivement il y a des pollutions PFAS, parce que comme vous le voyez dans l'eau on en retrouve partout des PFAS, etc. Mais en fait, le fait de dire qu'il y a la plus forte concentration qui est due au rejet des industriels particulièrement élevé dans l'eau, l'air, etc., eh bien, cette concentration-là a entraîné ici plus qu'ailleurs certaines problématiques. Et sur la seconde question, oui, tout à fait, c'est le genre d'information qui est à la fois creusée dans l'enquête pénale, mais aussi dans le référé expertise, donc dans l'expertise qui a été obtenue par la métropole. Donc là on va avoir des informations, on a eu déjà, vous l'avez peut-être vu dans la presse, notamment en janvier, il y a des enquêtes journalistiques qui ont révélé qu'effectivement depuis au moins 2006, Arkema savait qu'à partir de 2009, ils ont mis en place des stratégies de communication pour brouiller les pistes. Donc ça c'est des éléments qui sont à la fois révélés par le gros travail journalistique qu'il faut vraiment saluer et encourager, qui est fait sur le sujet, mais aussi effectivement qui va être, on va dire, expertisé par les juges dans les procédures pénales et civiles, et qui vont permettre ensuite d'améliorer les choses. Oui, moi je voulais savoir si vous aviez des actions ou des recours possibles sur le plan juridique par rapport à la notion de risque, parce qu'en fait vous avez parlé de seuil anormalement élevé dans le sang, ou autrement faut-il attendre d'avoir des préjudices réels pour que des actions soit possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme place par rapport au risque? Oui, alors effectivement, je pense qu'on va passer à la proposition d'action parce que ça va en fait éclaircir pas mal de choses, je pense. Mais pour vous répondre très rapidement, effectivement, ce que je disais, il n'est pas nécessaire d'avoir une pathologie déclarée parce qu'en fait, même là, on ne pourra pas prouver à 100% qu'il y a un lien entre les PFAS et votre maladie. Par contre, il y a plein d'autres choses au niveau juridique qui avancent sur ces sujets-là. Par exemple, en matière de pollution de l'air, il a été prouvé un lien, le juge a reconnu un lien entre l'asthme d'enfants et la pollution de l'air, et en fait il a reconnu plus précisément que l'exposition à la pollution de l'air aggravait leur asthme. Et donc il y a cette notion d'aggravation par exemple, mais il y a ces notions d'anxiété dont on a parlé, où en fait il y a plein d'autres choses effectivement où il n'y a pas besoin, en fait ce risque qui a été créé permet de demander la réparation de préjudice devant le juge. Mais je vous propose, sauf s'il y a vraiment des très grosses frustrations. Oui. J'ai retenu qu'il y avait trois. Ouais. Il y a deux questions, et puis monsieur, après madame, Lamblon, et re-madame derrière. Et après, on passera à la suite. Et après, on passera à la suite. Allez-y, monsieur. Est-ce que le territoire de vos actions concerne aussi le Rhône plus au sud et sa nappe d'accompagnement? Quand on dit plus au sud, c'est Drôme, Ardèche, puisque les journaux ont montré qu'il y avait aussi des problèmes à ce moment-là. Ouais, alors on y répond juste après, si vous voulez bien. Madame? J'étais pareil, mais sur l'ouest lyonnais, on a un peu entendu parler de communes qui se sont mobilisées sur l'ouest lyonnais, alors qu'on est concerné
niveau collectivité, ce sera autre chose. On y répond pareil après. On prend la dernière question et vous inquiétez pas, hein, on n'oublie pas sur le périmètre de l'action, on va y répondre. Ok. Alors, il y a certaines de ces collectivités apparemment qui sont quand même investies dans la procédure pénale qui est en cours. Donc vous pouvez retrouver la liste des collectivités facilement dans les articles qui ont été publiés. Donc c'est une façon, mais n'hésitez pas, et ça on en parlera à la fin. Justement, on a besoin des collectivités aujourd'hui. Et donc on passe à la dernière partie. Enfin. Oui, donc cette partie, donc moi je suis l'associée du cabinet Kaizen Avocat et effectivement on travaille avec notre affaire à tous depuis le début et tous les autres collectifs, les associations et les victimes depuis le scandale. Et là, on a eu une longue réflexion pour aboutir à la proposition de ce soir. Donc on est vraiment ravis de vous voir aussi nombreux parce que ça nous tient à cœur aussi qu'il y ait une vraie action par et pour les citoyens. Une vraie action qui sera... Voilà, l'idée, c'est de créer un précédent en termes de justice environnementale. L'objectif, c'est qu'il y ait au moins 1000 personnes. En fait, là, on est face à une pollution qui est sans précédent en termes d'ampleur, parce que ça touche jusque 220 000 personnes, en termes de caractérisation des polluants, parce qu'on est face à des polluants qui sont extrêmement persistants. Je travaille dans un autre dossier sur une pollution à Grézieux-la-Varenne où c'est du trichloroéthylène. Le trichloroéthylène, ça passe dans le corps et en fait, on peut pas voir la caractérisation des pollutions dans les corps. Là, c'est aussi un intérêt en termes de justice et en termes de preuves. Justement, il y avait la question tout à l'heure. C'est que là, on sait à quel point nos corps sont imprégnés en faisant des analyses de sang, en faisant des analyses de lait maternel. Et donc tout ça, c'est intéressant aussi pour ensuite prouver aux magistrats que oui, en fait, la population au sud de Lyon est particulièrement imprégnée et donc les préjudices doivent être réparés par les entreprises qui ont émis ces polluants éternels dans l'environnement, dans l'eau pendant des années, alors même qu'ils le savaient et qu'ils le faisaient consciemment. Donc, votre santé et celle de vos enfants ne devrait pas faire débat. Et aujourd'hui, voilà, on vous présente donc un résultat de une année d'échanges, de recherche, d'investigation. On a effectué des recherches pour savoir comment gérer un dossier de masse. En fait, là, on est face à une pollution qui concerne pas 10 personnes, 100 personnes, mais 220 000 personnes. Donc l'idée, c'est aussi de s'unir en tant que citoyen pour faire un contrepoids face aux entreprises, effectivement, multimilliardaires, comme l'a dit Emma, c'est de s'unir pour faire contrepoids et pour, ensemble, obtenir une décision qui va aussi faire peur, quelque part, parce que, en fait, il y a des rapports sur la criminalité environnementale qui sont très intéressants. Il y a un rapport de la gendarmerie il y a 2 ans qui disait, en fait, les entreprises, c'est pas forcément qu'elles ont l'intention de polluer et de contaminer la santé, l'environnement, mais c'est que c'est une question de profit. Donc, à partir du moment où on est sur le bilan financier, il y a un risque contentieux réel de faire payer des millions d'euros aux entreprises qui ont pollué. Là, ça va faire réfléchir et l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Donc, d'être assez de citoyens pour faire peur, finalement, et pour contrebalancer ce poids financier des entreprises qui polluent allègrement et qui, finalement, si on n'est que 10 citoyens à s'attaquer à eux, ils vont pas payer des millions d'euros et ça va pas du tout leur faire réfléchir sur comment, en fait, on peut prévenir ces pollutions, parce qu'il y a des moyens, on peut mettre des filtres, on peut arrêter ces polluants. D'ailleurs, il y a des réflexions au niveau de l'Union européenne pour arrêter ces pollutions, donc pour arrêter la famille des PFAS. Donc en fait, il y a des moyens de faire autrement, et là, l'idée, c'est de créer tous ensemble une action citoyenne pour que ça ne se reproduise pas. Donc on a eu des échanges effectivement avec des plateformes qui font des actions collectives, on a eu des échanges avec des avocats qui travaillent aussi sur des dossiers PFAS au niveau de l'Union européenne, en pénal, en civil, en administratif, et on a fait plein de recherches juridiques pour savoir c'est quoi en fait aujourd'hui la meilleure action pour les citoyens et les citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc voilà, les résultats, c'est que c'est une action civile qu'on vous propose de faire pour
Pourquoi plutôt une action civile qu'une action pénale? Parce que ce sont des délais plus courts, parce qu'on a des indemnisations plus importantes, parce que ça, donc Manolo vous l'a dit tout à l'heure, en fait sur les indemnisations en pénal, les indemnisations des victimes, c'est quelque chose, c'est un sujet secondaire. Le sujet le plus important au pénal, c'est condamner les coupables, combien d'années de prison, combien d'amendes, qui a fait quoi, mais c'est pas du tout de réparer le préjudice subi par les victimes. Alors que là, l'objectif au civil, c'est de réparer le préjudice, et on peut aussi demander réparation du préjudice écologique. Donc il y a des préjudices individuels, mais il y a aussi des préjudices collectifs. Et enfin, il y a aussi une troisième étape qui est très importante, c'est la sécurisation, c'est-à-dire que il y a un risque avec le pénal que si l'affaire est classée sans suite, imaginons qu'on n'agisse pas au civil, l'affaire est classée sans suite en 2028, et bien en fait si on ne fait pas d'acte pour aujourd'hui interrompre la prescription, et ben ce sera prescrit pour tout le monde, parce que là on sait que la pollution, le scandale a été révélé au grand jour en 2022, c'est 5 ans pour agir. En fait, c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'on sait aussi que ça prend du temps de tous travailler ensemble, ça prend du temps de se mettre en route, de se mettre en place. Mais là, l'idée, c'est de vraiment lancer ça en 2025 pour que l'action, elle soit prête en mai-juin 2025 pour les 3 ans du scandale. Donc pourquoi participer à l'action collective? Donc d'abord, bien sûr, exiger réparation pour les préjudices subis, responsabiliser les entreprises qui continuent à polluer en toute impunité, protéger nos ressources naturelles, garantir un avenir plus sain pour nos enfants et faire partie d'un mouvement citoyen puissant qui lutte pour la justice environnementale. Donc tout ça devient possible si on est 500, s'il y a 500 citoyens qui décident d'agir en justice. Pourquoi 500? Parce que, comme je vous disais, en fait, si on est 10, 100, ça aura pas du tout l'impact que ça devrait avoir. Là, pour qu'on ait vraiment de l'impact ensemble, en fait, 500 personnes, bon, l'objectif c'est 1000, mais si on est au moins 500, c'est là qu'on va commencer à peser, c'est là qu'en tant que citoyen, on va pouvoir faire contrepoids face à ces multinationales. Donc, qui peut participer à l'action collective? Parce que voilà, il y avait la question du périmètre géographique. Alors, en fait, l'idée, c'est que pourquoi il y a une action? Il y avait aussi la question de pourquoi c'est pas une action nationale. En fait, en droit, on ne peut pas faire condamner Arkema pour toutes les pollutions du monde. C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait un lien de cause à effet entre les personnes qu'on va attaquer et la pollution qui est subie par les citoyens et les citoyennes. Donc là, les personnes qui peuvent se joindre à l'action, c'est les personnes qui ont bu ou qui ont bu qui boivent ou qui ont bu de l'eau potable contaminée par la pollution de Pierre-Bénite. On est d'accord qu'on parle de la pollution de Pierre-Bénite ou Limpière-Bénite, donc Arkema et Daikin. Donc les personnes qui sont très loin au sud et dont le lien de causalité n'est pas certain, ça va être plus compliqué que là, par exemple, sur les communes de l'Ouest lyonnais où ça puise directement à Ternay, là c'est OK. Voilà. Là, c'est OK. Si vous avez aussi des... Donc, il y a plein d'analyses qui ont été faites depuis 2022 sur les œufs, sur les légumes, sur les sols. Tout ça, si vous avez des analyses, vous pouvez vous joindre. Si vous n'avez pas d'analyse, mais que vous êtes près de Oulin-Pierre-Bénite et que, de toute façon, vous avez toutes ces analyses aussi d'eau qui ont été faites, tout ça, c'est très détaillé sur le site internet de Kaizen Avocat. On vous a mis des QR codes. Et de toute façon, ce sera aussi dans le Canva. Et voilà, je vous réexpliquerai, mais en tout cas, il y a quand même 220 000 personnes qui peuvent se joindre à cette action collective, donc j'espère qu'on aura au moins 500 personnes pour se joindre. Ouais. On ne peut pas boire de l'eau à Pierre-Bénite? Alors si la question était si à Pierre-Bénite c'est OK, mais il y a d'autres zones où ça dépasse les seuils de la directive de l'Union européenne. Après à Pierre-Bénite, vous pouvez boire de l'eau, ça dépasse pas les seuils. Donc les 5 raisons de participer à l'action collective, donc bien sûr. Oui, j'y viens, vous inquiétez pas. J'y viens, je vais vous dire le prix, comment ça va se passer, toute la procédure, les délais, tout ça, tout est préparé justement pour que ce soit directement actionnable. Là, ce soir, on a aussi un stand pour prendre vos adresses mail, tout est préparé, il y a un formulaire en ligne, tout est prêt, vous inquiétez pas. Juste, on va pas à pas pour dérouler le processus. Donc, obtenir justice, un tarif préférentiel, parce qu'effectivement, vu qu'on est tous ensemble, c'est beaucoup plus simple et moins cher que si on était tout seul.
mettre fin à l'impunité, obtenir des indemnités et bien sûr interrompre la prescription. Donc comment ça va se passer en pratique? Donc il y a un formulaire en ligne sur les sites de Kaizen Avocat, il y a un accord sur les honoraires, ensuite le paiement, après vous aurez un questionnaire sur votre exposition au PFAS. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous avez travaillé dans le secteur? Est-ce que vous avez mangé des œufs qui se sont avérés contaminés? Est-ce que vous avez bu de l'eau? Pendant combien de temps vous avez vécu dans la zone, dans le périmètre qui est exposé au PFAS? Ensuite, on vous enverra un guide pratique et une liste des documents à envoyer. Après, on vous enverra. Il y aura des documents à nous envoyer pour faire un dossier solide, parce que là, ce qu'on vous propose, c'est une action de masse, mais c'est une action individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne, on va devoir caractériser les préjudices de chaque personne. Donc, ça veut dire, en moyenne, entre 10 et 20 documents à nous envoyer par personne. Voilà, je vais vous mettre la liste des documents à transmettre. Ensuite, nous, on gère la procédure, et on vous informe, bien évidemment, très régulièrement, et on plaide, et on gagne. Bon, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, mais c'est ça l'idée. Donc, combien ça coûte? Donc, il y a un prix pour le lancement de l'action, et ensuite, il y a un forfait annuel de suivi. Donc, c'est 360 € par personne. Il faut savoir que, j'imagine, je ne sais pas si vous avez eu affaire à la justice, les frais de justice sont en général très chers. Pour vous donner une idée, pour un divorce classique, en général, une assignation, donc c'est-à-dire l'acte qui va démarrer la procédure, hein, c'est juste l'acte de démarrage de procédure, c'est autour de 2 000 à 3 000 €. Donc là, en fait, c'est un forfait par personne qui est bien réduit par rapport aux tarifs habituels. Néanmoins, c'est un travail colossal qu'on s'apprête à faire, parce que si c'est 500 personnes avec au moins 10 pièces par personne, parce qu'en fait, ce qui est important de faire là, c'est que si on veut gagner, il faut faire un dossier solide. Pour faire un dossier solide, il faut apporter des pièces qui vont dire, bah voilà, par exemple, moi j'ai des problèmes de santé, ou moi j'ai bu de l'eau et du coup j'ai du stress par rapport à si j'ai une pathologie, par exemple j'ai mon cholestérol, et donc en fait ça, c'est chaque corps est différent, chaque vécu est différent, chaque expérience est différente, et du coup ça veut dire que pour 500 personnes, il faut faire 5000 analyses de documents. Voilà, pour vous donner une idée du travail qu'on s'apprête à faire. Donc, forcément, c'est du temps de travail conséquent, de la stratégie, etc. Donc, eh bien, il y a un forfait qui est prévu. Et bien sûr, on vous a dit aussi l'assurance de protection juridique et l'aide juridictionnelle. Je vais vous mettre exactement les barèmes, et on va pouvoir vous renseigner aussi sur tous les barèmes précisément, comment on peut faire l'aide juridictionnelle, etc. Nous, on prend l'aide juridictionnelle, ça veut dire qu'on n'est pas du tout payé pendant la procédure. C'est à la fin que l'État nous paye. Donc, mais on vous donnera toutes les informations ici. Voilà, le cabinet est venu en force, on est 3 pour vous renseigner sur toutes ces informations. Ouais, je crois que c'est là. Donc, que comprend ce tarif aussi? C'est-à-dire qu'en général, donc, imaginons, on reprend cette procédure de divorce, vous payez 2 000, 3 000 €, mais ça, c'est que pour les honoraires d'avocat, et après, il y a des frais annexes. Là, justement, pour que ce soit transparent, ce prix, il comprend tous les autres frais, donc huissier, logiciel, photocopie, déplacement, etc. Parce qu'il y aura forcément des huissiers qui vont intervenir, et plein d'autres frais annexes. Voilà ce que je vous disais sur le dossier solide, environ 10 pièces par personne, au moins, je pense, plus un accompagnement individualisé pour chaque citoyen, chaque citoyenne. On aura aussi une hotline pour vous répondre à vos questions qui, bien sûr, ne vont pas, qui vont se survenir au fil du temps. Une newsletter de suivi de la procédure au moins 2 fois par an, et un guide pratique pour tout vous expliquer sur qu'est-ce qu'il faut transmettre comme pièce, comment ça va se passer, etc. S'il vous plaît. Oui. Comment ça se passe pour un foyer, un couple? En fait, à chaque fois en double, Oui, alors en fait, c'est chaque personne paye, parce que c'est ce que je vous disais, c'est individualisé. Et en fait, imaginons que un couple, le monsieur a travaillé chez Arkema, la dame ou le monsieur a du coup lui vécu ailleurs, lui ou elle a vécu ailleurs, et après arrivé plus récemment. En fait, il faut individualiser, et du coup, ça veut dire aussi des documents individualisés
Voilà, donc en fait, oui, c'est par personne. Et les enfants, c'est pareil. Ouais, les enfants, c'est pareil parce que du coup, voilà, c'est par individu. Les enfants, c'est pareil, il va falloir caractériser est-ce qu'ils ont eu des problèmes de santé, dans quel établissement scolaire ils sont, est-ce qu'il y a des analyses de l'établissement scolaire, est-ce qu'il y a de l'eau potable contaminée. Je sais qu'ici à Pierre-Bénite, il y a eu des analyses de sol du stade de foot qui étaient très alarmantes. En fait, tout ça, il va falloir le caractériser à chaque fois. Ouais. Et donc, comment payer les honoraires? Donc, il y a les possibilités d'avoir des assurances de protection juridique. Donc ça, il faut regarder dans vos contrats. Responsabilité civile, banque, habitation, voiture. Vous appelez votre assureur, vous lui demandez votre barème 2025. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous faites une action, parce qu'ils ne sont pas forcément très coopératifs. Donc, vous ne leur dites rien, vous leur dites moi j'aimerais bien voir le barème, hop, il vous envoie le barème, et puis une fois qu'il vous envoie le barème, là vous lui dites, maintenant je veux faire l'action en justice, mais au moins vous avez déjà les informations, parce que des fois c'est un peu... En tout cas il ne faut pas lâcher l'affaire, il y a certaines assurances qui sont coopératives, d'autres un petit peu moins. Pour l'aide juridictionnelle, alors il faut ne pas avoir d'assurance protection juridique. Donc ça c'est un critère pour l'aide juridictionnelle. Là c'est les barèmes du foyer fiscal pour une personne ou pour 4 personnes. C'est le barème 2025 qui est sorti il y a 10 jours. Ça c'est le barème pour 1 an. Mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que si vous avez des questions sur l'aide juridictionnelle, on a des personnes dédiées pour répondre à vos questions par la suite. Voilà, ici qui lève la main, voilà, lève bien la main. Voilà, vous pouvez voir Nils qui répondra à toutes vos questions. On vous a mis aussi des liens pour faire une simulation en ligne, une demande en ligne. Il y a des documents à fournir. On peut tout vous expliquer par la suite. Donc, quels préjudices peuvent être indemnisés? Donc ça, c'est quand même un aspect très important. Donc le préjudice d'anxiété, en fait, c'est quand vous êtes stressé par votre exposition à des substances toxiques qui peuvent générer une pathologie grave. Donc clairement, si vous êtes exposé à la pollution au PFAS, vous pouvez prétendre un préjudice d'anxiété parce que ce sont des substances toxiques qui peuvent générer des pathologies graves. Il faut savoir que pour le préjudice d'anxiété, Kaizen Avocat a obtenu des jurisprudences, donc des décisions de justice dans la région lyonnaise où on avait jusqu'à 20 000 € par personne de réparation de ce préjudice. Donc là, on peut, vous imaginez du coup, pour un foyer, ça peut aller jusqu'à 80 000 € de réparation juste pour le préjudice d'anxiété. D'où l'intérêt vraiment de venir avec une appréciation individuelle, parce qu'à chaque fois, on a vraiment caractérisé par individu ce préjudice, et c'est pour ça qu'on a réussi à obtenir 20 000 €. C'est pour ça aussi, pour revenir sur le début de la présentation, c'est que en pénal, en général, c'est plutôt 1 000 € de préjudice d'anxiété. Donc vous voyez, ça passe de 1 000 à 20 000 sur l'appréciation civile. Bon, il faut que ce soit bien un dossier solide, mais on a vraiment, c'est beaucoup plus intéressant aussi en termes de rapidité, mais de faire une procédure au civil. Le préjudice de jouissance, c'est est-ce que, par exemple, vous n'avez pas le droit de consommer vos œufs, vous n'avez pas le droit de consommer vos légumes. Ça, c'est un préjudice de jouissance parce que vous êtes privé de jouir pleinement de votre vie au quotidien. Ensuite, il y a le préjudice moral qui est distinct du préjudice d'anxiété. Donc, par exemple, vous êtes préoccupé par la pollution. Ça, c'est un préjudice moral. Préjudice lié à la santé. Donc, il y avait une question tout à l'heure, est-ce que je peux agir si moi j'ai pas de problème de santé? Donc oui, vous pouvez agir si vous n'avez pas de problème de santé. Bien évidemment, ce n'est pas un prérequis pour agir en justice parce qu'il y a tous les autres préjudices qui sont aussi réparables. Il y a le préjudice de perte de valeur immobilière. Si votre bien, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le vendre ou si il est évalué beaucoup moins bien qu'il y a 5 ans parce que, à cause du scandale, les gens ne veulent plus acheter ici, ça aussi, c'est un préjudice réparable. Après, il y a tous les préjudices matériels du type, vous avez acheté un filtre, vous avez acheté un filtre. Vous avez acheté des éléments pour vous prémunir de la pollution, des filtres à air, des filtres à eau, voilà. Vous avez aussi peut-être fait des frais médicaux, tout ça, ça peut entrer dans les préjudices matériels. Après, préjudices aussi liés à l'exploitation agricole, si vous êtes agriculteur et que vous n'arrivez plus à vendre vos produits. Et après, tout autre préjudice adapté à votre situation, parce que bien évidemment, sur les 500 ou 1000 personnes, il y aura des préjudices
précis que j'aurais pas forcément cité. Donc quels documents je dois fournir? Donc la carte nationale d'identité ou le passeport, le justificatif de domicile, le titre de propriété ou le contrat de bail, les documents médicaux s'ils sont disponibles et si vous avez des problèmes de santé, les éventuels frais engagés, des filtres, des analyses, si vous avez fait des analyses de sang, des soins médicaux, toutes les analyses relatives à la contamination au PFAS, donc si vous avez des analyses de sang, des analyses d'eau, des analyses de lait maternel, des analyses d'aliments, de sol, tout ça c'est à fournir, toutes les factures pertinentes, toutes les attestations pertinentes, parce qu'en fait là ce qui va être important aussi dans la démarche globale, c'est de faire des attestations pour dire bah oui en fait cette personne subit des préjudices et cette personne se sent mal à cause de cette situation, etc. Et donc, c'est important d'être proactif pour constituer son dossier parce que, en fait, plus on aura un dossier solide, des dossiers solides, plus il y aura une forte probabilité de réussite. Plus on a des dossiers où il n'y a rien dedans, bah, moins on a de chances de gagner. C'est évident, mais c'est important que chacune prenne conscience de ça parce que c'est comme ça qu'on gagne, c'est en faisant des actions très solides, très documentées. Et donc ça demande aussi à ce que chacun constitue son propre dossier, voilà, individu par individu, constitue son propre dossier pour que ce soit le plus solide possible. Donc quand l'action va démarrer, donc c'est 500 participants minimum jusqu'au 31 mars 2025, donc il y a 2 mois pour s'inscrire. Et en juin 2025, on dépose l'assignation pour les 3 ans du scandale des PFAS. Donc, comment participer concrètement? Donc, vous avez 2 options. Soit vous allez sur notre page Action juridique PFAS pour vous inscrire en ligne, il y a un formulaire. Soit vous veniez nous voir à la fin de la réunion pour vous donner vos coordonnées. Donc, il y a Hortense qui est là-bas, qui lève la main. Donc, vous pouvez aller la voir. Elle a tout. Voilà, vous pouvez donner vos coordonnées et voilà. Et on a prévu aussi de faire des webinaires pour répondre à toutes vos questions. Parce que là, on a bien conscience que, bon, déjà, il y a plein de personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui ne pouvaient pas être là ce soir, qui ne sont pas pu se déplacer. Et puis aussi que c'était une réunion assez globale sur les actions juridiques. Et peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour parler de l'action. Donc là, c'est vraiment 2 webinaires dédiés à l'action juridique collective. Donc un le 20 février de 13h à 14h et un le 12 mars de 19h à 20h. Et donc on va faire que des questions-réponses sur toutes vos questions dédiées, voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir. Parce que bien sûr, on va faire un tour de questions-réponses là par la suite. Petite précision, on enverra cette présentation, donc à la fois parce que vous aurez les informations que Lucie a pu présenter et toutes ces informations sur l'action, on vous les enverra par mail pour les personnes qui s'étaient inscrites sur le formulaire. N'hésitez pas à le faire tourner, cette présentation. Donc si vous avez des proches qui n'ont pas pu venir ou qui ne se sont pas inscrits vraiment en ligne avec le mail, etc., voilà, n'hésitez pas. Évidemment, sur nos 3 associations aussi, vous pouvez nous écrire par mail si on vous a oublié. Eh bien, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous renvoie le formulaire. Et il y a une feuille d'émargement au bout. Enfin voilà, donc il y a plein de façons. Donc pour toutes ces informations, là c'est dense, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on va, voilà, vraiment, c'est pas ce soir ou jamais. Et donc voilà, prenez le temps aussi de évidemment y réfléchir, venir nous poser vos questions sur ces 2 temps-là. C'était les dates clés à retenir. Donc là, c'est le site internet. Et puis, oui, il y a une foire aux questions à la fin du site internet. Merci Louise, merci Emma. Merci à tous pour votre participation. On va prendre des questions. Pour répondre aussi à la dame qui avait un questionnement, qui était végétarienne, enfin, je voulais la remercier pour cette question, parce qu'en fait, ce sont des questions qu'on se pose depuis 3 ans, depuis qu'on a connaissance de ce scandale, et auxquelles on tâche d'avoir des réponses. Et donc, si vous voulez suivre toutes les actions qu'on entreprend pour avoir des réponses, vous pouvez vous inscrire sur la feuille d'émargement, donc rejoindre un des collectifs, une des associations qui s'en intéressent, donc PFAS contre Terre. Donc on a aussi Osons Longue-Seine qui a réalisé toute une campagne d'analyse de l'eau et de la terre et qui a révélé le niveau de contamination, ce sont des informations avérées. Donc notre
notre territoire est pollué, donc l'eau du robinet dans les territoires plus au sud est polluée. Et si vous voulez avoir plus d'informations, eh ben, rejoignez toutes les associations qui essayent de répondre à la question d'impact pour notre santé. Donc, je vais passer le micro si vous avez d'autres questions sur les prisons. Oui, alors aussi, avant que tout le monde parte, tous ceux qui veulent... donc il y a, ça c'est un exemple des actions qu'on réalise au niveau de la communication. On vous propose de réaliser une photo à l'extérieur avec l'association Génération Future et devant une bannière, et c'est des photos qui vont être diffusées dans le cadre d'actions européennes. Parce qu'on essaye de faire entendre notre voix auprès des gouvernements et auprès de la Commission européenne. Donc rendez-vous devant la salle avant de partir. On va faire passer. Et aussi, pour ceux qui souhaitent rester, il y a un moment de convivialité. Donc,